Mes chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais présenter un résumé des cours que vous avez vus, ou bien des leçons que vous avez vues pendant ce premier semestre pour la préparation du second devoir, second contrôle, et aussi pour la préparation de l'examen local. A'anakumullah ala barakatillah. Commençons par la première unité, les analyses des aliments. Qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir comment mettre en évidence les différents aliments simples qu'on trouve dans nos aliments. Donc pour l'eau, je vais essayer de me presser parce que c'est un peu long. L'aliment, c'est l'eau, donc on va essayer de le savoir, l'existence que l'absence par le chauffage, et le résultat, c'est l'apparition des gouttes d'eau sur la paroi du support. Ici, pour mettre en évidence les sels minéraux, vous avez normalement deux sels minéraux. Il y en a plus, mais ici on va se concentrer sur deux, le calcium puis le chlorure. Pour les chlorures, c'est le nitrate d'argent, il nous donne un précipité noir qui noircit la lumière. Pour le calcium, l'oxalate d'ammonium vous donne un précipité blanc. Mise en évidence des glucides, normalement on a deux glucides, un glucide qui est simple, un glucide qui est complexe. L'amidon, on utilise l'eau iodée pour savoir son existence ou son absence. Il nous donne le coloration bleu violacé dans le cas de la présence. Pour l'autre, le glucose, un sucre qui est simple, on le met en évidence par la liqueur de filine plus chauffage, il nous donne un précipité rouge brique. Alors, suivant toujours la mise en évidence, pour les protides, on a deux manières de les détecter. Par l'acide nitrique, il donne une coloration jaune, et aussi par la chaleur, la coagulation. Il s'agit d'un procide qui est liquide, bien visqueux comme l'albumine de l'œuf. Pour la mise en évidence des lipides, on a aussi deux manières. La première manière, c'est frotter l'aliment sur un papier blanc. Il nous donne une tache semi-transparente, bien translucide. Et on l'ajoute, qu'est-ce qu'il fait avec l'eau? Il nous donne une émulsion instable. Alors passons à la deuxième unité, la digestion. Commençons par savoir les différents organes constituant l'appareil digestif, comme vous le voyez ici. Commençons par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin et les autres organes annexes qui appartiennent à l'appareil digestif avec le tube digestif. Alors commençons par le trajet des aliments. Donc le trajet des aliments commence par la bouche, et on va voir en détail que c'est possible au niveau de chaque organe. L'œsophage, l'intestin grêle, puis plutôt l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin et l'anus. Alors ici vous avez un document qui présente à votre gauche l'appareil digestif, et à droite les différentes sucs digestifs et les enzymes qu'il contient, l'aliment qu'il décompose et le résultat de la digestion primaire et finale. Donc on va reprendre, commençons par savoir les différentes constitutions de l'appareil digestif. Les glandes salivaires, la bouche, l'œsophage, la vésicule biliaire, le foie, l'estomac, le duodénum, pancréas, l'intestin grêle, le grand intestin, l'appendice, puis l'anus. Et on va revenir pour voir que se passe-t-il pendant la digestion. Donc au niveau de la bouche, il y a la salive, il contient une enzyme qui s'appelle l'amylase. Donc pour vous rappeler du terme ici, l'amidon, et lase, ça veut dire enzyme salivaire, parce que normalement on a notre amylase pancréatique. Donc il découpe l'amidon en maltose. Le suc gastrique contient une seule enzyme, c'est la protéase, protéine ou bien peptine, et il transforme les protéines en polypeptides. Le suc gastrique, vous avez 5 enzymes, l'amylase, maltase, protéase, peptidase, lipase. Donc on vous le constate qu'il y a l'aliment, et ici A, ça veut dire enzyme, et ici vous avez les aliments qui vont découper. Commençons par l'amylase, on l'a déjà vu au niveau de la bouche, et dans le maltose. Le maltose se transforme en glucose, les protéines en polypeptides, les polypeptides en acides aminés, et les lipides en acides gras et en glycérol. Donc aussi la même chose ici, la terminaison de la digestion au niveau de l'intestin grêle, toujours la même chose, et on va venir. Donc les résultats ces résultats de digestion sous forme de réaction chimique, l'amidon plus l'amylase plus eau, bien sûr, on appelle l'hydrolyse à 37 degrés dans le maltose. Ici le maltose avec le maltase dans le glucose, protéase
dans un milieu acide, 37 degrés, il nous donne polypeptide. Les polypeptides, peptidase plus l'autre 37 degrés, l'acide aminé. Et maltose, maltase plus l'autre 37 degrés, il nous donne le glucose. Les lipides, comme on a vu tout à l'heure, il nous donne les acides gras et les glycérols. Alors, vous avez ici les éléments qu'on vient de voir après la digestion finale. Les sels minéraux, les vitamines, l'acidé aminé, acides gras et glycérols qui se constituent, et constituent ce qu'on appelle les nutriments. Alors, la question demandait quel est le devenir des nutriments. Donc, la fin de digestion de protéines, comme on vient de voir d'une autre manière, et la question qui se pose, quel est le devenir de ces nutriments au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Donc, ici, on va vous présenter dans un document la concentration des nutriments au niveau des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Ce sont des vaisseaux qui se trouvent au niveau de l'intestin grêle, qui quittent l'intestin grêle. Donc, le plus, ça veut dire qu'il existe, le moins, il n'existe pas. Donc, si, par exemple, on va prendre la concentration dans la veine porte, c'est un vaisseau sanguin qui relie normalement l'intestin au foie, on trouve qu'il y a de l'eau, du glucose, acide aminé, acide gras, il n'y a pas, et les sels minéraux, ça existe. Donc ces éléments et ces éléments-là, les sels minéraux, ça existe dans la veine porte, dans un vaisseau sanguin, alors que dans le vaisseau lymphatique, on n'a pas trouvé ces éléments-là, mais on a trouvé seulement l'acide gras et les sels minéraux. Alors voyons voir ce trajet, ça. Donc ici vous avez le foie, le vaisseau sanguin qui relie le foie, l'intestin grêle, c'est la veine porte. Donc le canal thoracique, il relie l'intestin au cœur. Vous avez les chylifères, ou bien le vaisseau chylifère, le vaisseau lymphatique. Voilà. Alors, voyons voir l'unité fonctionnelle et structurelle de l'intestin grêle qui est responsable de l'absorption et que constituée par des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins. Ici, vous avez la couche externe, on l'appelle l'épithélium. Alors, au centre, vous avez un vaisseau lymphatique. Et vous avez des veines, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont faire revenir le sang, et des artérioles qui font entrer le sang à l'intestin. Donc le schéma d'une villosité intestinale. Ici vous avez la simplification d'une villosité, et que se passe-t-il à travers la paroi externe de la villosité intestinale. Donc vous avez ici les nutriments. Là, on a des nutriments qui vont traverser cette paroi-là pour arriver au vaisseau sanguin, et d'autres ils vont arriver au vaisseau lymphatique. Donc comme on a vu tout à l'heure, les acides, le glucose, l'acide aminé et les sels minéraux vont emprunter le chemin des vaisseaux sanguins, alors que les autres, les acides gras et les glycérols, vont emprunter les vaisseaux lymphatiques. Alors, les carences alimentaires, c'est-à-dire le manque des aliments dans l'alimentation, vous avez ici quelques maladies concernant le manque d'un ou plusieurs aliments dans l'alimentation de la personne. Vous avez le marasme nutritionnel, vous avez les symptômes et vous avez la cause, les carences alimentaires générales. Vous avez le rachitisme, carence en vitamine D, calcium, le goitre, insuffisance en iode, bien carence en iode, kwashiorkor, des carences en protéines, surtout les protéines d'origine animale, l'anémie, carence en fer, le scorbut, carence en vitamine C. Alors, quel est le rôle des aliments simples d'après ce qu'on vient de voir? Vous avez les protéines, les sels minéraux, ce sont des aliments constructeurs, bien bâtisseurs. Vous avez les glucides et les lipides, ils nous donnent de l'énergie, ce sont des aliments énergétiques. Et vous avez les vitamines, ce sont des aliments fonctionnels, bien protecteurs, qui nous protègent contre les maladies. Passons maintenant à la ration alimentaire. Alors, comment connaître les conditions d'une alimentation équilibrée? Alors, on va vous donner un exemple parce que ce sont des questions de calcul. On vous donne ici, par exemple, une personne qui a mangé, par exemple, 100 grammes de calcul. Comment puis-je calculer l'énergie fournie par 100 grammes, 150 grammes de pommes de terre? Vous avez ici, on vous donne un tableau qui vous donne le pourcentage des protéines, des lipides, des glucides et des sels minéraux. Ici, par exemple, 100 grammes de pommes de terre contiennent 2 grammes de protéines, 1 gramme de lipides et 20 grammes de glucides. Et on vous demande de calculer l'énergie, par exemple, de 150 grammes de pommes de terre consommées. Qu'est-ce qu'on fait? La règle de 3 pour savoir l'énergie totale fournie par cela. Donc, ces questions. Donc, 1 gramme de protéines nous donne 17 kcal, et les lipides 38, et plutôt kilojoules, et les glucides nous donnent 17 kJ. Donc, lipides 38, protéines et glucides 17 kJ. Donc, ici, après, on va faire la somme de toutes les énergies données. Voilà. Alors, mais les proportions suivantes nous donnent est-ce que l'alimentation ou bien la ration alimentaire de cette personne est équilibrée ou non.
Donc il faut que les glucides sur les proteides doivent être comprises entre 3, 5 et 5. Les lipides sur les proteides sont égales à 1, c'est-à-dire les lipides et les proteides doivent être égales. Calcium sur le phosphore 0,1 et 7. Les proteides d'origine animale sur les proteides d'origine végétale doivent être supérieurs à 1,3. Donc voilà quelques exemples. Alors sa variation, les rations alimentaires, bien sûr, ça varie selon le sexe. Les mâles et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Selon l'âge, c'est-à-dire les enfants qui sont en train de en croissance, ils ont besoin des aliments qui sont normalement qui vous donnent pour agrandir, c'est-à-dire les protéines d'origine, de toutes les origines. Et puis vous avez l'état fonctionnel, c'est-à-dire si la famille est enceinte, bien allaitante ou la personne qui travaille, ils ont besoin d'une alimentation qui est un peu plus que les autres qui sont sédentaires. Alors la notion de ration alimentaire, c'est la quantité de nourriture dont le corps a besoin pour couvrir ses besoins pendant une journée entière. Elle doit être quantitativement suffisante et qualitativement, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, les portions doivent être respectées. Et la quantité, c'est-à-dire la quantité des protéines, lipides et glucides et la quantité d'énergie. Alors, passons maintenant à l'hygiène de l'appareil digestif. Quelles sont les agressions ou bien les dangers qui menacent l'appareil digestif? Commençons par le haut, la carie dentaire. Vous avez l'ulcère gastrique, vous avez les diarrhées, les constipations et tout ça, ce sont des maladies. Les moyens de prévention, bien sûr, éviter de manger des aliments froids et de les suivre avec des plats chauds, se brosser les dents au réveil pour enlever la tarte après chaque repas, et puis éviter les stimulants et le tabagisme, éviter les boissons alcoolisées. Passons maintenant au thème de la respiration, des échanges gazeux respiratoires, l'utilisation de O2 par an. Donc on va prendre un exemple, un organe qui est le muscle, il a besoin, bien sûr, pour produire de l'énergie, il a besoin de O2. Donc c'est le sang qui fait transporter ces aliments et leur débarrasser de CO2. Alors ici vous avez l'appareil respiratoire qui est responsable de ces renouvellements de l'air. Ici vous avez le nez, la trachée, les bronchules et puis les sacs alvéolaires. Et voilà l'extrémité des bronchioles qui se termine par les sacs alvéolaires. On a à peu près 3 millions dans chaque poumon. Et à chaque alvéole, vous avez ici de l'air à l'intérieur, il est très vascularisé. Donc, quelle relation est-il entre ces deux éléments-là? On va le voir, on va voir, c'est la même chose. Voilà. Et ici, on a pris un alvéole, et vous avez ici deux vaisseaux sanguins, un qui va venir des organes, et l'autre va les transporter le gaz aux organes. Voilà, vous avez le sang qui arrive au poumon, il est riche en CO2, et le sang qui va sortir, il sera riche en dioxygène. Alors, comment ça se fait, les échanges gazeux? Donc ici, un schéma qui nous montre que ici le sang sortant est riche en quoi? Ici, le sang entrant. Donc, on a dit le sang qui va entrer ici, il va entrer, il est riche en quoi? Bien sûr, en CO2. Et vous avez, ici, je m'excuse, comment ça se fait, ces échanges gazeux respiratoires? Je m'excuse. Voilà. Donc ici vous avez l'air alvéolaire, ici la pression partielle de dioxygène et de CO2. Ici vous avez 13, ici vous avez 5, et une règle qui dit que les gaz se diffusent de la partie qui, ou bien dans l'endroit, bien l'espace qui est à la pression plus élevée, à l'endroit où il y a la pression moins élevée. Donc si on compare ici le O2 d'ici, ici, on trouve ici la pression très élevée, donc le O2 va passer obligatoirement de l'air alvéolaire vers le sang et l'inverse pour le CO2. Ici vous avez 6,1, 5,3, donc voilà le sens de la diffusion des deux gaz. Voilà. Alors ici, en conclusion générale, au niveau des poumons, le processus qui se produit, c'est le renouvellement de l'air par la respiration. Quant à la respiration, c'est-à-dire l'utilisation de O2 et le dégagement de CO2, c'est une réaction, bien c'est une fonction cellulaire qui se produit. C'est-à-dire, la cellule va consommer le dioxygène pour oxyder les nutriments, le glucose, pour produire de l'énergie et se débarrasser du CO2, comme on voit ici dans cette réaction-là. Donc, passons à l'hygiène de l'appareil respiratoire. Quels sont les menaces et les dangers? Donc, l'inflammation de la muqueuse des bronches causée par le tabagisme et divers polluants atmosphériques. Vous avez les tuberculoses pulmonaires,
le cancer de la trachée artère. Alors, les mesures préventives pour préserver la santé de l'appareil respiratoire, ne pas fumer ou bien rester avec des fumeurs, ce qu'on appelle le tabagisme passif. Éviter le contact avec les personnes atteintes de tuberculose pour éviter de propager l'infection. Et vaccination contre le BCG. Vous êtes, je pense, tous vaccinés contre cette maladie par la bactérie de Calmette et Guerin qu'on va voir dans la zone de l'immunité. Et pratiquer des activités bien sûr sportives régulières, moteur essentiel d'une bonne santé respiratoire. Alors le son et le transport des gaz respiratoires, comme le son joue ce rôle-là. Pour ça, on doit savoir les constitutions de son, comme vous le voyez ici, comme vous l'avez vu, un frottis sanguin qui est constitué par les globules rouges, les globules blancs et le plasma, ainsi les plaquettes. Quel est le rôle ou bien quel élément de ces éléments-là qui est responsable du transport des gaz respiratoires des cellules vers les poumons et des poumons vers les cellules? Voyons voir ces deux poumons-là qui nous présentent ici artériole où il y a des globules rouges. Ici, vous avez l'arrière-plan, un muscle, un organe. Ici aussi, vous avez des vaisseaux sanguins où il y a des globules rouges. Donc, on peut supposer que ce sont ces éléments-là, des transporteurs des gaz respiratoires. Alors, le transport du dioxyde se fait de la manière suivante. Donc, normalement, vous le savez que chaque globule rouge contient 300 millions de Hb. C'est cette substance-là, qui est l'hémoglobine qui donne la couleur au sang, et c'est elle qui est responsable de la fixation des gaz respiratoires de la manière suivante. Ici vous avez le Hb avec O2, on peut le considérer dans les deux sens. Hb plus O2 peut nous donner l'oxyhémoglobine, bien il peut se détacher pour donner l'oxygène libre et aussi le Hp. Alors, transport de gaz carbonique aussi est la même chose. Il se combine, il donne le carbhémoglobine. Donc, ce qu'on veut constater ici, que la liaison entre les deux gaz respiratoires, elle est réversible, c'est-à-dire qu'il doit se faire dans les deux sens. Alors, comme vous le voyez ici, je pense que l'image suivante il va nous donner une idée générale de ce qu'on vient de voir. Vous avez ici les cellules du corps. Et vous avez un liquide ici qui est la lymphe interstitielle, et vous avez les échanges qui se produisent. Ce liquide-là, il est intermédiaire entre le sang, parce que les éléments qui sont dans le sang normalement doivent arriver aux cellules. Il n'y a pas un contact direct avec les cellules. C'est pour cela que ce liquide-là, il est intermédiaire entre les nutriments qui vont sortir du sang pour aller aux cellules. Et les déchets aussi, et le CO2 va être dégagé des cellules, et la lymphe interstitielle, c'est elle qui est responsable du transport de ce gaz-là vers le sang qui va lui transporter au niveau des poumons pour débarrasser. Donc la lymphe interstitielle, d'une manière générale, la notion du milieu intérieur. Alors la lymphe interstitielle, c'est un liquide intermédiaire entre le sang et les cellules. Donc la notion du milieu intérieur, c'est un milieu, c'est l'ensemble des liquides entourant les cellules de notre corps. Le milieu intérieur est donc constitué de sang, de lymphe interstitielle et la lymphe vasculaire qui circule dans le vaisseau lymphatique. Alors, la circulation sanguine, comment circule le sang dans notre corps. Donc voyons voir la pompe qui est responsable de pomper le sang dans différentes parties du corps. Voyons voir le cœur de l'extérieur, la morphologie. Vous voyez qu'il est relié à des vaisseaux sanguins. Un vaisseau sanguin, comme vous le voyez ici en bleu, et ça en rouge, l'artère pulmonaire, l'artère aorte, et ici l'artère aorte, je m'excuse. Ici la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et vous avez ici 2 et 4 qui sont reliés à l'oreillette gauche. Ce sont les veines pulmonaires. Voyons voir les différentes constitutions de cœur de la partie externe, et on va le voir de la partie interne. Voilà la coupe. Ici vous avez 4 chambres, 2 petites chambres en haut et 2 en bas. Ce sont les oreillettes, ici les ventricules. Voilà, donc vous devriez savoir tout ça, les connaître. Voilà la jante du cœur de l'intérieur. Je passe directement parce que vous devriez ça l'apprendre par cœur. Et vous avez ici la révolution cardiaque, le travail que le cœur se contracte et se relâche et se repose. Ici vous avez ici 4 phases. La première phase on appelle la systole auriculaire. Donc pendant cette phase là, comme vous le voyez ici, les oreillettes vont se contracter, ils vont faire pousser le son vers les ventricules. Pour cela, les valvules auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir pour laisser passer le son dans les ventricules. Pour le son, lorsqu'il arrive ici, les 2 ventricules à leur tour vont se contracter.
et faire passer le sang dans les artères que les valvules sigmoïdes, ou bien les valvules artérielles vont s'ouvrir pour laisser passer le sang dans l'artère pulmonaire, et l'artère pulmonaire et l'artère aorte. Et la troisième phase, c'est le relâchement total, ce qu'on appelle la systole, diastole générale. Dans ce cas-là, le sang va retourner dans les deux oreillettes. Les valvules sigmoïdes vont se fermer et celles-là vont s'ouvrir après la contraction des oreillettes. Voilà. Alors, comment ça circule? Voyons le trajet du sang dans notre corps. Et le responsable, ce sont les vaisseaux sanguins. On a deux types de vaisseaux sanguins. Les artères et les veines, ils ne sont pas isolés, mais ici, pour vous expliquer clairement, je les ai isolés. Donc, voyons voir quelles sont les caractéristiques de ces artères et de ces veines et qui leur donnent le rôle de transport de sang. Alors, pour les artères, comme vous le voyez ici, le diamètre, en allant du cœur vers le bas, le diamètre, ça diminue. Et vous avez ici des muscles circulaires. Ce sont eux qui vont, lorsqu'ils vont presser sur le sang va arriver du cœur vers le bas. Donc voilà comment ça se fait la propagation du sang dans les artères. Je pense qu'il y a de problèmes parce que normalement aussi, lorsqu'on est debout, le sang va en bas, c'est la pesanteur qui l'aide à descendre en bas. Maintenant, pour les veines, c'est un petit peu un problème parce que le sang va revenir vers le cœur. Donc, lorsqu'il va venir dans le sens opposé de la pesanteur, mais il y a le Dieu, il a crié, il a fait des valvules à l'intérieur pour faire progresser le sang du bas vers le haut. Vous avez, lorsqu'on marche, la contraction des muscles des jambes, des cuisses, vont presser, le sang va passer vers le haut. Et les valvules qui sont ici vont s'ouvrir et ainsi de suite, le sang progresser pour arriver au cœur. Voilà un détail de ce qu'on vient de dire. Maintenant, les capillaires, ce sont des petits vaisseaux sanguins très très fins. Où se trouve-t-il? Au niveau des organes. Et le sang, la pression artérielle va diminuer et le sang presque sa vitesse est égale à 0 pour permettre les échanges gazeux respiratoires, nutritionnels et des déchets. Alors, les artères qu'on vient de voir, ce sont des vaisseaux qui transportent le sang du cœur vers les organes. Les veines, eux, ils sont des vaisseaux sanguins qui renvoient le sang des organes vers le cœur. Et les capillaires, ce sont des petits vaisseaux sanguins, très petite taille. À leur niveau se produisent les échanges gazeux respiratoires et nutritionnels. Alors, la circulation du sang dans notre corps, il commence par le cœur, de l'oreillette gauche, ventricule gauche, l'artère aorte pour les organes, puis il va revenir par la veine cave inférieure supérieure, et puis l'oreillette droite, ventricule droit, l'artère pulmonaire, les poumons, et puis il va revenir. Voilà le trajet. Comme vous le constatez, il y a normalement deux types de circulation sanguine. Vous avez la première du cœur vers les poumons pour le cœur, et l'autre du cœur vers les organes. La première on appelle la circulation pulmonaire, la petite circulation, et l'autre c'est la circulation générale. Alors, l'excrétion urinaire, dernière unité. Alors, les informations et problèmes, l'utilisation des nutriments entre la production des déchets, les excréments du corps sont éliminés au niveau du gros intestin, et le CO2 au niveau des alvéoles pulmonaires, mais la sueur au niveau de la peau, mais comment le corps se débarrasse de l'urine qui se forme dans notre corps. Alors, quelles sont les constitutions de l'urine? Commençons par cette première question et cette deuxième. Quelle est la source de l'urine? Donc, pour cela, normalement, vous devriez savoir les constitutions de l'urine. On trouve le chlore, l'ammoniac, l'urine, l'acide urique, et aussi le glucose et l'albumine, que j'ai fait dans des cas spéciaux par des mêmes couleurs, parce que ces deux éléments-là, on ne doit pas les trouver dans le sang, plutôt dans l'urine d'une personne qui est normale. Si on trouve le glucose dans l'urine d'une personne, il est diabétique, et si on trouve l'albumine, malfonctionnement du rein. Alors, les constitutions de l'urine d'une manière générale, l'urine est constituée des composants normaux qui sont l'eau, les minéraux, déchets toxiques qu'on trouve dans toutes les urines des personnes, mais des constitutions qui sont inhabituelles, c'est ça l'albumine et le glucose. Alors, deuxième leçon, l'origine normalement c'est le plasma, il contient des déchets, il doit être éliminé. Voilà. Mais il y a normalement aussi dans le plasma des éléments qu'on ne trouve pas dans l'urine, ils le trouvent dans le plasma. Ces éléments, ce sont des nutriments, ils ne doivent pas être figurés dans les urines.
Et aussi, le rein, il fabrique des matières excrétées directement dans l'urine, qui sont l'acide sulfurique, l'ammoniac et les pigments urinaires. Donc la conclusion générale, l'urine élimine du sang les déchets et les produits toxiques. Il empêche le passage de certains nutriments, protéines, graisses, parce que ce sont des nutriments. Et il contribue à la stabilité du milieu intérieur et on élimine l'accès de certains. Si par exemple vous avez besoin de 6 grammes de sel par jour, si vous mangez plus, et il va éliminer le surplus, il va garder seulement ce qu'on a besoin. Deuxième leçon de cette excrétion urinaire, c'est l'appareil urinaire. Il est constitué normalement de 2 grandes parties. Ce sont les organes, ce sont les reins, donc au niveau duquel il y a filtration du plasma, formation de l'urine. Il y a des voies qui vont transporter l'urine normalement bien fabriquée au niveau produit au niveau des reins. Ce sont des conduits, ce sont les uretères. Ici la vessie qui est un réservoir de l'urine et vous avez un conduit qui conduit l'urine de l'extérieur sur l'urètre. Voilà l'appareil urinaire qu'on vient de voir. Et à l'intérieur du rein, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des pyramides, que nous appelons les pyramides de Malpighi, celui qui l'a découvert. À l'intérieur, il y a des néphrons. Ce sont les éléments essentiels de la production de l'urine. Comment ça? On a à peu près 1 million de néphrons dans chaque rein. On va l'agrandir pour savoir que se passe-t-il au niveau de ce néphron-là. Voilà, agrandi. Donc ici, vous avez le glomérulus, un amas de vaisseaux de capillaires sanguins, et le sang va arriver ici pour être purifié à ce niveau-là, au niveau de la capsule de Bowman. On va prendre une seule par-ci, voilà, capsule de Bowman, ici vous avez le glomérulus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Que le sang, qui va entrer ici à ce niveau-là, il y aura passage du plasma tout entier, sauf les protéines et les lipides, qui vont rester ici, parce que normalement, ce sont de grosses molécules de nutriments, mais le glucose nutriments, il va passer, il sera réabsorbé avec une très grande quantité de l'eau. Réabsorption aussi du sel et des autres sels. Et deuxième, donc la deuxième étape, la première étape c'est la filtration, je m'excuse. Deuxième, réabsorption et régulation des volumes et concentrations. Et puis la synthèse des éléments qui sont toxiques au niveau du type urinifère, et puis il y a formation de l'urine définitive. Voilà les 3 fonctions du rein. Merci de votre attention, c'était un peu long, mais j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen. À la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous laisse avec le philosophe Confucius qui dit que celui qui ne progresse pas chaque jour, il va reculer chaque jour. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.